Chapitre 31 Mythologie, ontologie, psychologie. Dans les enseignements du monde traditionnel, le thème d'une dualité ou polarité originelle, mise en relation avec celle des sexes, revient presque partout. C'est une dualité qui est présentée tantôt en des termes purement métaphysiques, tantôt comme celle de figures divines et mythologiques, d'éléments cosmiques, de principes, de dieux et de déesses. Hier encore, cela était interprété par l'histoire des religions comme un cas évident d'anthropomorphisme. L'homme ayant créé les dieux à son image et à sa ressemblance, aurait transposé et projeté en eux la différenciation sexuelle propre aux mortels de cette terre. Ainsi, toutes les dyades et dichotomies divines ne seraient que des produits de l'imagination, sans autre contenu concret que l'expérience sexuelle des êtres humains. La vérité est exactement à l'opposé. L'homme traditionnel chercha à découvrir dans la divinité le secret et l'essence de la sexualité. Pour lui, les sexes, avant d'exister physiquement, existaient comme des forces supra-individuelles et comme des principes transcendants. Avant d'apparaître dans la nature, ils existaient dans la sphère du sacré, du cosmique, du spirituel. Et dans la riche variété des figures divines différenciées en dieux et en déesses, cet homme chercha à saisir précisément l'essence de l'éternel masculin et de l'éternel féminin, dont la sexualisation des êtres humains n'est qu'un reflet et une manifestation particulière. C'est pourquoi il faut adopter le point de vue inverse de celui de l'histoire des religions. Au lieu que la sexualité humaine soit le fondement pour saisir ce qu'il y a de réel et de positif dans les figures divines et mythologiques sexuellement différenciées, c'est précisément le contenu de ces figures qui fournit la clé de la compréhension des aspects les plus profonds et les plus universels de la sexualité de l'homme et de la femme. Ce sont ces figures, création d'une intuition clairvoyante et souvent même de formes effectives, individuelles ou collectives, de perceptions suprasensibles qui peuvent nous indiquer le sens de ce que nous avons appelé la virilité absolue et la féminité absolue, sous leurs aspects fondamentaux. Ce sont aussi elles, par conséquent, qui peuvent nous rendre capables de reconnaître et de distinguer certaines constances objectives dans les formes dérivées et hybrides sous lesquelles la sexualité apparaît chez les individus empiriques selon des modalités, dépendant des races et aussi des divers types de civilisations. Plus particulièrement, on pourra tirer du sacrum sexuel et de la mythologie du sexe les bases d'une caractérologie et d'une psychologie du sexe vraiment profonde. Tel est le problème que nous allons aborder. Notre étude ne peut pas négliger, même si la matière à examiner semble parfois, aux yeux du lecteur courant, abstruse et inusitée. Il faut souligner tout d'abord que le point de vue traditionnel que nous suivrons ici, s'il est opposé à celui des interprétations naturalistes dont il vient d'être question, est également très différent de celui de certains récents courants psychanalytiques. Nous avons déjà dit que les principes de la virilité et de la féminité absolue ne sont pas de simples concepts utiles, certes, comme mesure pour l'étude des formes empiriques, mixtes et partielles du sexe, mais qui seraient en eux-mêmes abstraits et privés de réalité. Nous ne les prenons pas non plus pour de simples idéaux ou types idéaux, n'existant qu'en tant qu'ils sont réalisés de façon plus ou moins approximative par tel ou tel être humain. Ce sont au contraire des principes réels au sens du terme grec antia, des principes puissance transindividuelle conditionnant selon diverses modalités, ce qui fait que chaque homme est un homme et chaque femme une femme. Par conséquent, des principes tels qu'ils existent avant et au-dessus de tout homme et de toute femme mortelle, et au-delà de leur individuation éphémère. Ces principes ont donc une existence métaphysique. Cette idée a été exprimée de manière particulièrement forte par les écoles tantriques et sahaya, lesquelles ont attribué à la division des créatures en mâles et en femelles un caractère rigoureusement ontologique, dérivé du caractère métaphysique des principes appelés Shiva et Shakti, ou de personnifications mythologiques comme Krishna et Radha. La doctrine platonicienne des idées, interprétée dans un sens réaliste et magique, peut donc s'appliquer à ce domaine particulier.
Il s'agit de la conception de l'idée ou archétype, entendu non comme une abstraction conceptuelle du mental, mais bien comme une racine du réel et une réalité d'ordre supérieur. Les forces dont nous parlons sont invisiblement présentes dans toutes les individuations qu'elles revêtent, dans lesquelles elles se manifestent ou transparaissent. Ces dieux ou entités du sexe vivent et apparaissent diversement, à différents degrés d'intensité, dans la multitude des hommes et des femmes, dans l'espace comme dans le temps. Et cette multiplicité de formes transitoires, approximatives, parfois même larvaires, n'enlève rien à leur identité, à leur éternité. La divergence entre le point de vue que nous adoptons et les interprétations des courants modernes, qui partent d'un plan psychologique et non métaphysique, est donc bien claire. Jung, par exemple, n'a certes pas ramené les figures du mythe sexuel à de simples fantaisies et inventions poétiques. Il a même pressenti en elles la dramatisation d'archétypes, précisément ayant un haut degré d'universalité et une réalité autonome. Mais cette réalité, il l'a comprise en des termes purement psychologiques, réduisant tout à des projections mentales de l'inconscient collectif et aux exigences que ferait valoir chez l'homme la part obscure et atavique de son psychisme, contre la part consciente et personnelle. Il n'y a pas là seulement une évidente confusion de plans, il y a là également, à travers le recours abusif à la notion d'inconscient et la mobilisation d'une phénoménologie de psychopathe, la confirmation de la tendance générale moderne à ramener toute chose à des mesures purement humaines. Si tout principe, ayant d'une manière ou d'une autre un caractère transcendant, doit pourtant devenir, pour pouvoir être expérimenté, un phénomène psychologique, il y a toutefois une différence fondamentale entre les deux attitudes suivantes. Ou bien l'on fait tout commencer et finir dans la psychologie, ou bien l'on interprète la psychologie en fonction de l'ontologie. De fait, toutes les interprétations de Jung s'achèvent sur un plan très banal, et son intuition de la réalité supra-individuelle et éternelle des archétypes sexuels est vaine, ou bien tombe au niveau de quelque chose de contrefait à cause d'une déformation mentale professionnelle. Il s'agit d'un psychiatre et d'un psychanalyste, et de l'absence de références doctrinales adéquates. La divergence entre les deux points de vue est encore plus visible dans l'ordre des conséquences pratiques. Jung a en vue le traitement de névropathes et croit sérieusement que le but des religions, des mystères et des initiations antiques n'était pas différent. Tout cela aurait servi à soigner des individus affectés de conflits psychiques tenaillés par la partie inconsciente de leur être. En définitive, il s'agit pour lui de décharger les archétypes, de les priver de leur charge mythique et fascinante, le mana, qui leur confère un caractère obsédant, et de les réduire à des fonctions psychiques normales, et ce jusque dans le cas de l'archétype masculin et de l'archétype féminin affleurant çà et là dans la conscience ordinaire. A l'inverse, la connaissance de la réalité métaphysique des archétypes sexuels fut, pour l'humanité traditionnelle, la condition positive des multiples variantes de la sacralisation du sexe, des pratiques et rites destinés non à ramener un être déchiré, en proie à ses complexes, à une banale normalité, mais à favoriser un système d'évocation et de participation au-delà de l'humain, à provoquer des ouvertures du moi propres à ses charges, qui, chez Jung, se réduisent à de simples et inexplicables reflets des images de l'inconscient. Il faut ajouter qu'en raison de l'existence, dans l'humanité traditionnelle, d'un système de correspondance entre réalité et symbole, action et mythe, le monde des figures divines sexuées permit non seulement de pénétrer les dimensions les plus profondes de la sexualité humaine, mais impliqua des rapports susceptibles de fournir des principes normatifs pour les relations qui, dans toute civilisation saine, doivent s'établir entre les deux sexes, entre l'homme et la femme. À partir de cela, ces relations acquéraient une signification profonde, étaient conformes à une loi et à une norme supérieure au monde de la contingence, de l'arbitraire et des situations purement individuelles. Nous envisagerons aussi brièvement cet aspect de la métaphysique du sexe.